bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer cette intervention sur le thème de Facebook, je pense que tout le monde entend comme il faut. Ça va? Oui. Eh bien, je voudrais commencer tout d'abord en faisant référence à un grand classique de la littérature française. C'est signé de Maurice et Goscinny, je crois. Vous vous rappelez sûrement d'un album très connu de Lucky Luke qui s'appelle Le fil qui chante. Vous vous rappelez ou pas? Alors dans cet album, un des nombreux albums de Lucky Luke, on raconte l'épopée du télégraphe aux États-Unis, puisque vous savez que les États-Unis avaient un problème majeur, c'est de communiquer de l'Est à l'Ouest, et donc de l'épopée du télégraphe qui avant était ce qu'on appelait le Pony Express, un système qui faisait qu'une missive, pour aller de l'Est à l'Ouest des États-Unis, parfois il lui fallait plusieurs mois, voire même éventuellement ça se comptait en années. Et donc l'objectif du télégraphe était de faire en effet en telle sorte que tous les habitants de cet immense pays comme les États-Unis puissent être en contact les uns avec les autres et qu'ils puissent échanger un certain nombre d'informations, communiquer les uns avec les autres. Le fil qui chante, point de départ donc d'un univers dans lequel on va utiliser la technologie pour pouvoir communiquer, pour pouvoir passer un certain nombre d'informations, bien sûr avec un certain nombre d'avantages, et c'est évident, et en même temps un certain nombre d'inconvénients. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, eh bien, le fil qui chante de Lucky Luke, c'est les réalités dans lesquelles on est tous confrontés au quotidien, c'est-à-dire l'instantanéité des messages à travers le téléphone portable, mais quelque chose qui va au-delà de ça, qui est ce qu'on appelle les phénomènes des réseaux sociaux. Ce soir, on va se tourner vers Facebook, puisque c'est le pionnier. Il y en a d'autres. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière cela et quelle doit être notre réaction par rapport à l'univers des réseaux sociaux. Je suis particulièrement content qu'on se retrouve, à la fois avec des parents et des jeunes, qui en venant ici montrent qu'ils ont peut-être envie de comprendre et de savoir le pourquoi de ce système auquel parfois ils sont accrochés très fort, duquel parfois ils dépendent, duquel parfois l'essentiel même de leurs préoccupations se retrouve autour de ces réseaux sociaux. Quels sont les enjeux et qu'est-ce qui va se jouer? Alors bien sûr, la difficulté est la suivante. Est-ce qu'on est ici dans une démarche un peu rétrograde de ces vieux barbus poussiéreux qui ont peur des inventions et de la nouvelle technologie qui leur échappe et qui donc à partir de cela crient « Attention, attention, c'est pas bien, c'est assourd, c'est très grave, chas v'shalom ». Ou est-ce qu'on est ici dans une réflexion, et je crois que c'est un petit peu ça mon objectif, sur quels sont les enjeux et qu'est-ce qui va se jouer réellement à travers l'univers des réseaux sociaux et de manière plus générale, avec tous les nouveaux modèles de communication auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça peut être les chats, ça peut être les SMS, ça peut être Twitter, ça peut être toutes ces choses-là. Alors en préambule, je tiens à préciser que je n'ai pas un profil sur Facebook, mais j'en ai deux. Il y a Elie Lemel et Raveli Lemel, puisque j'ai déjà 4994 amis. C'est bien. Et donc, je suis obligé d'avoir ma page et j'ai 1687 personnes qui ont dit qu'elles m'aimaient. Ah là, vous imaginez un peu mieux comme je me sens bien. En plus, j'ai vu qu'il y en a d'autres qu'on aime moins que moi. Donc, c'est extraordinaire. Alors, puisque je suis dans les confidences, sachez que sur ces deux profils, eh bien sûr, les codes que je possède, d'autres personnes les possèdent aussi.
c'est évident mon épouse, mais je ne crois pas qu'elle s'est retrouvée une fois dessus, mais surtout certains de mes collaborateurs qui en effet vont gérer ces comptes qui servent en effet à communiquer, à publier des articles et à communiquer sur un certain nombre d'activités. Nous sommes ici en effet dans un vecteur de communication qui aujourd'hui s'est imposé et que l'on peut utiliser. Donc déjà, je le précise pour bien montrer que nous sommes face à une réalité. La question est de savoir comment est-ce qu'on la gère et si véritablement on a besoin d'y être ou pas. Reprenons un petit peu ce qui est en amont de l'histoire de Facebook, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. La base même de ces réseaux sociaux, c'est au fond quelque chose qui est très intéressant. C'est la possibilité de se retrouver dans une communauté d'amis qui vont échanger, qui vont pouvoir partager un certain nombre de choses. Et au fond, l'idée est intéressante, surtout dans un univers dans lequel, eh bien, les relations entre les individus ne sont plus très développées. Chacun est dans son univers, donc l'idée n'est pas idiote. Comment faire, en effet, pour nous retrouver ensemble, pour faire en telle sorte qu'on puisse, autour d'intérêts communs, échanger et se retrouver, et utiliser le vecteur de la technologie pour cela. Le concept, il est celui-là à la base. Bien sûr, pour tous ceux et toutes celles qui sont rentrés dans les arcanes de Facebook, on sait très bien qu'il y a derrière cela une machine de guerre qui a une stratégie extrêmement bien élaborée pour pouvoir en effet faire de ce lieu ce qui va ramener de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. On se demande d'ailleurs pourquoi ce n'est pas nous qui l'avons créé. Et ce qui est sûr, même s'ils font partie du club. Donc, c'est évident, il n'y a pas derrière cela aujourd'hui une quelconque volonté de créer un système sympathique. On surfe sur ce qui est plus qu'aujourd'hui une mode, mais l'objectif final, c'est l'introduction en bourse. L'objectif final, c'est de gagner de l'argent. Donc nous participons en effet à une aventure capitaliste, passionnante, en rentrant à l'intérieur d'un système qu'on nous propose. Je ne vais pas rentrer dans la problématique de la protection de la vie privée, tout ça c'est un autre sujet. La question aujourd'hui est de savoir, lorsqu'on est sur Facebook, pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on y cherche, et comment on a fait pour vivre sans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si, aujourd'hui, et je m'adresse aux jeunes qui sont là plus particulièrement, et je leur pose la question, et je leur demande d'y réfléchir, si tant est que ce mot fasse encore partie de leur vocabulaire, eh bien, parce que réfléchir, c'est se poser sur quelque chose et décider de se concentrer, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que serait aujourd'hui ma vie si je n'avais pas Facebook? Qu'est-ce que serait aujourd'hui ma vie si je n'étais pas connecté? Que serait ma vie si aujourd'hui, quand je me réveille, je n'avais pas ce premier réflexe que l'immense majorité ont, sauf s'ils sont vraiment méga en retard, de regarder tout de suite ce qui a pu se passer dans la nuit, les messages éventuels qui ont pu arriver et autres ambiances du même genre. Ça serait quoi ma vie? Comment ça se passerait sans? Ce qui est intéressant, c'est quand vous posez la question à des adolescents, la plupart du temps, ils vont dire « Votre question est intéressante, mais de toute façon, comme ça ne se passera plus sans, donc il n'y a pas de raison d'y réfléchir. C'est une réalité, elle est là, point. » Pourquoi il faudrait quand même y réfléchir? C'est tout simplement pour se dire, et c'est un petit peu une démarche qu'on doit avoir dans tous les domaines de la vie, quel est le bénéfice que j'en retire, dans quel domaine, et surtout, en face d'un bénéfice, il y a qu'est-ce que je suis obligé d'investir et de perdre par ailleurs pour avoir ce bénéfice. Et si on commence à raisonner comme vous raisonnerez tous si un jour vous rentrez dans le monde des affaires, on constatera qu'il est difficile de définir réellement quel est le bénéfice. Qu'est-ce que j'en tire? Juste pour info, aujourd'hui aux États-Unis, la Chambre des avocats a publié des chiffres
plus de 30% des divorces sont liés à Facebook, et dans près de 65% des cas, eh bien Facebook intervient dans le processus du divorce au niveau des preuves et contre-preuves et autre chose. Concrètement, ça c'est les chiffres actuels. Donc déjà, au niveau des bénéfices, on sait où ils sont, c'est à terme pour les avocats. Clairement. Et ce pour une raison très simple. C'est que Facebook est un lieu dans lequel on va construire l'illusion des relations. Je ne sais plus quel est l'auteur qui disait que Facebook, c'est au fond le pygmée de la communication, c'est-à-dire la dimension la plus petite, basse, de ce que l'on croit être communiqué. Parce que lorsque l'on est sur un lieu dans lequel on communique ou on publie, on a deux problèmes. Lorsque je publie, je me retrouve face à ce que l'on appelle une démarche exhibitionniste. C'est-à-dire, besoin de montrer aux autres ce qui fait partie de ma vie. Et je vous pose la question, je demande juste de faire le silence au fond, s'il vous plaît. Je suis désolé, pardonnez-moi. Après, il y aura un moment pour les questions. Premièrement, on va publier. On va publier, c'est-à-dire on a envie de proposer aux autres des morceaux de notre vie. Je suis très traumatisé que personne ici n'ait vu ma photo quand cet été, j'étais en balade au Mont Jovet, dans les Alpes. Vous imaginez, vous ne l'avez pas vu. Je me sens frustré profondément. Personne n'a vu ma photo quand j'étais avec mes copains dans une pizzeria en train de faire l'abruti devant un Coca-Cola. Personne ne m'a envoyé un commentaire me disant détente, de folie. Personne ne m'a souligné le fait qu'il était heureux de savoir ce matin, top, je prends l'avion, je pars vers Israël ou les Caraïbes comme vous voulez, et j'ai pas vu 3 ou 4 personnes qui m'ont envoyé quelle chance, de folie, pense à moi, éclate-toi. Vous imaginez un petit peu? Je suis dans un manque profond. Pourquoi on a besoin? Quel est ce désir, ce besoin? Eh bien, il est très simple. L'exhibitionnisme, parce que c'est de l'exhibitionnisme. C'est tout simplement l'univers de celui qui ne sait pas exister seul. C'est-à-dire de celui qui est tout sauf construit. Il a besoin que d'autres commentent son existence pour avoir l'impression qu'il existe. Et c'est un petit peu, vous savez, le même réflexe que l'on a quand on est confronté à un beau spectacle, quand on voit quelque chose de passionnant, un tableau, un paysage, quand l'on écoute une musique. Lorsque vous êtes au musée, lorsque vous êtes en train d'écouter un concert, que sais-je, celui qui est construit n'a pas besoin immédiatement d'en parler à celui qui est à ses côtés, parce qu'il a appris à se nourrir de ce qu'il est en train de vivre. Ceux qui sont devant un tableau, devant un spectacle, autre chose, qui ont tout de suite besoin de dire « Ah, t'as vu, oh c'est super, oh, c'est génial, c'est merveilleux, c'est fabuleux », sont des personnes qui n'ont pas appris encore à savoir se nourrir de l'expérience qu'elles vivent. Et dans ce pseudo-partage, elles montrent ô combien elles sont encore immatures dans cet univers. Cette immaturité, et j'utilise le mot, on peut l'imaginer à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais lorsqu'elle nous poursuit à l'âge de celui qui est censé prendre des responsabilités, c'est-à-dire à partir de 17, 18, 19 ans, eh bien, elle laisse préfigurer un futur qui risque d'être légèrement complexe, parce que quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de se rencontrer lui-même
risque de ne plus avoir le courage de faire cette rencontre avec lui-même, et la rencontre qu'il fera par la suite avec l'autre sera ce que j'appellerais une rencontre de surface. Et ça, c'est au fond l'enjeu. Alors je suis sûr que beaucoup de jeunes qui sont là disent « MDR, sympathique, ça va ». Et je leur rappelle qu'il y en a un qui chantait « Rendez-vous dans 10 ans ». Et qu'au fond, c'est le même problème qu'on a eu à 5, 6, 7 ans à la maison quand nos parents nous obligeaient à travailler. Et que là, on n'avait pas le choix parce qu'on est soumis à leur autorité. Mais s'ils nous disaient, parce que tu comprends, si tu n'apprends pas maintenant à être dans le principe de l'effort, par la suite, quand tu seras confronté aux difficultés, tu ne sauras pas le gérer. De nos parents qui nous disent, si maintenant, quand je t'empêche de faire quelque chose, tu n'arrives pas à l'entendre, alors ça veut dire que tu ne géreras pas tes frustrations. Il y a un adolescent, il y a un futur adulte qui n'a jamais appris à gérer ses frustrations. Eh bien, je ne sais pas ce que sera sa vie, enfin moi je sais. Il est là, il nous regarde, il se marre. Et quand il est plus jeune, il n'a pas le choix. Mais il ne se rend pas compte que ce sont ces choses-là qui l'ont construite. Il ne réalise pas que par la suite, quand il sera confronté à une difficulté, ce que nous, en tant que parents, on lui a transmis, c'est ce qui lui donnera cette force de pouvoir résister à la difficulté, de gérer les frustrations, de savoir faire des choix, de se positionner et de construire sa vie. Et c'est ici, au fond, où se situe l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas juste les rencontres à 2,50 francs, dont on va parler par la suite. Il n'est pas la dimension toxique et extrêmement toxique que peut véhiculer ce genre de lieu. Il ne s'agit pas juste aussi de la difficulté que l'on a d'être dans des relations qui n'en seront jamais parce que éphémères, et surtout, comme dirait l'autre, essaimez-moi, c'est-à-dire de choses qui sont tellement en surface que l'on oublie de rentrer en profondeur dans l'échange qui ne passe pas à travers quelques mots, mais à travers pénétration en profondeur dans un échange, avec un regard, avec d'autres choses. Et je crois que pour les parents, il est important de le savoir. Et je suis désolé, vous connaissez ce principe, nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Et ils risquent de ne pas nous aimer pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Car en effet, un adolescent aime ses parents qui le laissent libre de l'utilisation de ce qui, à terme, va pour lui ne pas être sans doute le plus beau cadeau qu'on ait pu lui faire. Et plus tard, il réalisera les dommages que ça a pu lui causer dans sa vie. Et il dira « Comment puis-je aimer ceux qui m'ont laissé faire ?» Et de l'adolescent qui deviendra adulte et qui réalisera que même si quand il avait en effet 14-15 ans, il n'a pas supporté son père et sa mère qui ont dit « il y a des limites, il y a des cadres, et on ne fait pas tout et n'importe quoi ». Il les a détestés. Comme certains pourront détester maintenant en disant « mais c'est qui ce mec-là qui est en train maintenant de dire que Facebook, il faut voire même déconnecter, ou en tout cas mettre dans des cadres, il ne faut pas exagérer ». Mais plus tard, on risque de comprendre quel était l'intérêt de la chose. On va maintenant rentrer, si vous le voulez, dans l'ultra-concret. L'autre jour, j'ai un enfant qui est venu me voir en me disant « Je peux avoir une adresse mail ?» Alors je l'ai regardé, je lui ai dit « Pourquoi ?» Parce que c'est intéressant, si tu veux une adresse mail, c'est que tu as une raison. Et cet enfant me dit « parce que tout le monde a une adresse mail. » J'ai dit « D'accord. Et donc ?» Et voilà déjà ici le premier point. Je crois que c'est France Gall qui chantait « Résiste, prouve que tu existes ». Parole de Michel Berger. Je ne le savais pas, parce que c'est le titre d'une de mes conférences. Un jour, je donnais une conférence et quelqu'un m'a dit « Mais vous savez que le titre de votre conférence, c'est une chanson de France Gall. » J'ai dit « Bon, Mazatov, j'ai appris que Kivanti. » D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Le vrai problème, c'est est-ce que nous sommes prêts à résister au poids du groupe ? Et c'est une notion qu'on a vue souvent ici. C'est-à-dire, est-ce que parmi ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans, se sentent capables de dire aux autres « Eh bien, moi, je ne l'ai pas ». Et ce n'est pas un problème de religieux, de coincer, de stresser. Je ne l'ai pas. Je suis capable à un moment de ne pas me plier à la règle que m'imposent les autres. Et vous savez, c'est après comme une forme de marché de dupes, dans lequel chacun le fait parce que l'autre l'a, mais au fond, si on prenait chacun de son côté, on se demanderait si véritablement il en a envie. Ça, c'est déjà le premier point.
à réfléchir. Quel est le bénéfice? Qu'est-ce que tu vas en tirer? Quel est le plus que ça va apporter dans ta vie? En quoi tu vas être plus construit, plus intelligent, plus ouvert, plus sensible, plus vrai, plus authentique, plus droit? En quoi ça va te donner des énergies pour avoir envie de te dépasser? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et posez-la. Et posez-la nous aussi en tant qu'adultes. Parce que le nombre d'adultes qui y sont, mais pourquoi on y est? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on en a besoin? Alors oui, comme je vous l'ai dit, on peut en effet se dire, tiens, c'est parfait, c'est un vecteur de communication. Je vais vous dire moi, une expérience que j'ai faite. Je me suis rappelé du nom, de prénom d'amis qui étaient avec moi à l'école lorsque j'avais 10-12 ans. Et donc j'ai cherché. Et joie et bonheur, j'ai trouvé. Ils sont sur Facebook. Génial. J'envoie une demande d'amis. Ils me répondent, oui, je veux bien être ton ami. Qu'est-ce que je suis heureux. Et puis après, on échange. Les échanges ont eu lieu une fois, éventuellement deux. Qu'est-ce que tu deviens? Et puis après, ça s'arrête. Parce que tout simplement, c'est factice. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on se passe l'un de l'autre. Ça veut dire qu'on peut se passer l'un de l'autre. Ça veut dire que tout simplement, tu es dans ton univers, je suis dans mon univers. Et si vraiment tu avais besoin de moi, si vraiment j'avais besoin de toi, on se serait retrouvés. Et on se serait retrouvés autrement que via quelques mots qui sont tapés dans une conversation anodine et qui quelque part ne savent pas grand-chose. Intéressant de voir, vous savez, ça me fait penser à quoi parfois Facebook et les rencontres qu'on fait dessus. Ça me fait penser à ces personnes qui, lorsque, et là je vais me prendre aussi en tant qu'exemple, pardonnez-moi, je me retrouve parfois dans un mariage, dans une bar mitzvah, dans une fête, et il y a des personnes qui viennent et qui disent « Ah, le mail !» vraiment autre chose, bon, ça c'est... Et donc, justement, ça tombe bien que je vous vois. J'avais une question très importante dont je voulais vous entretenir. Et je leur dis, mais avec joie, prenez mon numéro de téléphone et appelez-moi demain. Dans 80% des cas, ils ne m'appelleront jamais. En français, on dit l'occasion fait le larron. Mais j'ai envie de leur dire en dessous de cela, si vraiment vous étiez intéressé à me parler, eh bien vous n'auriez pas attendu que le hasard crée la rencontre. Vous auriez décidé. Si la personne me dit, ça fait déjà 1 mois que je cherche à vous contacter et ça tombe bien, je vous vois, généralement la personne a toujours l'élégance de dire, je ne veux pas vous déranger maintenant, comment puis-je vous appeler? C'est exactement le même problème sur Facebook. Si véritablement on avait besoin de créer ces relations avec ces personnes, et là je parle pour les adultes, qui sont éloignés, alors on serait capable de le faire. Et donc au fond, il y a quelque chose de faux. C'est-à-dire, c'est le moyen qui m'est donné de te trouver, qui me donne envie de me connecter à nouveau à toi. Mais si le moyen n'était pas là, l'aurais-tu fait? Non. Donc au fond, je suis peut-être pas véritablement si important. Ça, je laisse ça à la réflexion du monde adulte. Maintenant, je vais rentrer quand même dans la problématique Facebook, surtout pour les jeunes, et m'arrêter sur plusieurs points. Tout d'abord, sur ce que l'on appelle les amis. Une des plus belles définitions de l'ami, eh bien, je ne me rappelle plus qui la donne, mais il dit un ami, c'est le même cœur dans 2 corps. C'est-à-dire, un ami, c'est le même cœur, mais dans 2 corps différents. C'est-à-dire quelque chose qui est très proche, et permettre des vrais amis. On n'en a quasiment aucun. On en a, mais tellement peu, et encore heureux. Parce qu'une relation d'amitié, c'est une relation dans laquelle, eh bien, on se sent dans une réelle proximité, dans laquelle on se sent prêt à se confier à l'autre, et dans laquelle on est proche des préoccupations de l'autre. Une relation d'amitié, c'est un vrai partage, mais pas un partage juste de mots,
un investissement. Combien de vos amis sur Facebook seraient-ils prêts à sortir de chez eux le soir si vous leur dites que vous êtes en galère et que vous avez besoin d'un ticket de métro pour rentrer chez vous à la maison? Faites le test. Il n'y en aura pas beaucoup. Sauf si, bien sûr, vous êtes beau, riche et célèbre. Si vous êtes une proie potentielle, je parle aux jeunes filles, alors oui, c'est vrai que là, il y aura beaucoup de candidats à l'aide. Mais en dehors de cela, un ami, c'est quelqu'un qu'on est capable de réveiller à 3h du matin en disant « j'ai besoin de toi ». Et on peut le réveiller à 3h du matin parce qu'on sait très bien qu'il répondra présent. On a complètement ici dévoyé le mot « ami ». J'aurais préféré d'ailleurs que sur Facebook on dise 3857 connaissances, et encore si on les connaît vraiment. Et il y a comme ici une forme de surenchère, plus on en a, mieux on se sent exister. Mais on est de nouveau dans le domaine du factice. Est-ce qu'on se connaît véritablement? Et à quoi sert cette relation? Et est-ce que c'est véritablement une relation? Il y a bien sûr, sur Facebook, et ça vous le savez, de véritables dangers. Et ces dangers sont bien clairs, ils sont posés sur Facebook, vous pouvez prendre le pseudo que vous voulez. Vous pouvez mettre l'image de vous que vous désirez, et vous pouvez, et là je parle aux jeunes filles, partir à la pêche. Vous pouvez avoir en face de vous des individus dont vous ne savez pas qu'ils sont réellement, mais qui sont capables, à travers des stratégies relativement bien élaborées, à repérer les personnes qui sont dans un moment de vie peut-être pas en super forme, et à partir de cela, créer un univers de relations qui peuvent aboutir parfois à des choses légèrement compliquées. Je sais pas avec ça. Il faudrait essayer de régler le problème une fois pour toutes, je pense. Donc ça, il n'y a pas de solution si ce n'est de taper un peu dessus de temps à autre. Donc c'est pas grave, je continue à taper dessus de temps à autre s'il n'y a pas une solution claire. Donc ça c'est, là-dessus, on est bien clair. Donc maintenant, moi je proposais à tous les parents qui sont là, et à tous les jeunes qui sont là, d'être un moment de vérité et de dire: est-ce que je suis prêt à donner l'accès sans réserve et sans limite de mon profil Facebook à mes parents ou à mes enfants? Je ne vous demande pas de lever la main, mais ça serait intéressant. Pourquoi nous ne sommes pas prêts à donner à l'autre l'accès à ce qui a priori est un univers très safe, c'est-à-dire dans lequel tout va bien? Si à un moment on n'est pas capable de répondre oui à cela, c'est qu'il y a quelque part un problème. Et j'ouvre de manière plus large. Sommes-nous prêts à laisser notre portable? Suis-je prêt à donner à monsieur mon portable et lui dire: allez-y, il est à vous, et vous pouvez regarder tout ce qu'il y a dedans? Si je ne suis pas prêt à le faire, c'est que j'ai un problème. Si un enfant n'est pas prêt à le faire, c'est qu'il y a un problème. Si un mari n'est pas prêt à le faire, c'est qu'il y a un problème. Si une femme n'est pas prête à le faire, c'est qu'il y a un problème. Et vous savez très bien ô combien on fait attention de garder ces objets bien chez soi et que surtout personne d'autre n'y ait accès. Code, surcode, double code, triple code. Il faut se poser la question à soi-même. Un moment, il faut se la poser. Et si on n'est pas capable d'y répondre, alors ça veut dire qu'on est peut-être déjà dans un univers un peu complexe, duquel on peut sortir, mais duquel on doit sortir. Et Facebook, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel, en effet, chacun s'enferme. Et si l'univers dans lequel nous nous enfermons n'a pas de part d'ombre, n'importe qui peut y avoir accès. S'il y a des choses que l'on n'aimerait pas que l'autre voie, et pas nécessairement des choses bas de gamme, mais des choses qui sont peut-être pas très reluisantes,
des remarques, des commentaires, des photos, que sais-je. Alors, on est déjà dans la partie sombre de la chose, et quelque part on est déjà pris au piège. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il est évident qu'un enfant qui n'a pas Facebook ne doit pas avoir Facebook, clairement. Et si on est adolescent et qu'on est courageux, on ferme son compte. On ferme son compte et on essaye après de voir maintenant comment ça se passe notre quotidien sans compte Facebook. Comment ça se passe? Quel est le temps dont on dispose? Mais si on ne sait pas comment utiliser son temps, alors c'est vrai que son temps on le perd. Vous savez, on dispose d'un matériau qui est génial, surtout quand on est jeune, c'est du temps. Si vous réalisiez le nombre d'heures, de dizaines d'heures, de centaines d'heures, qui sont perdues, qui n'ont rien produit, et qui parfois malheureusement produisent des choses dont on a du mal à se débarrasser. L'habitude de traiter les sujets avec légèreté, l'habitude d'être dans des commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Imaginez, je suis supporter du Paris Saint-Germain, du Lyon Football Club, je ne sais pas si ça existe, mais enfin voilà. Donc si j'ai envie de revendiquer ça, ce à quoi je crois, des choses qui sont importantes pour moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets un beau t-shirt et je dis « I love PSG, supporter de machin, ce que vous voulez ». D'accord? Je vais vous proposer de faire quelque chose. On peut le faire aujourd'hui. Vous prenez en photo une partie de votre mur et vous le transférez sur un t-shirt et vous promenez avec. Je crois qu'on sera légèrement honteux de voir que tout le monde peut voir les bêtises, les mots bêtes, les phrases qui n'ont pas de sens, les interjections, enfin toutes ces choses-là qui au fond, si je les disais à voix haute, mais amusez-vous un jour à dire à voix haute tout ce qu'il y a sur un mur de conversation, de lol à détente, à super, à j'en peux plus d'être là, oh chic alors, enfin on m'a livré ma pizza et que sais-je. Et là on est dans les parties relativement calmes. Je ne parle pas dans l'univers des dialogues multiples dans lequel chacun donne son commentaire, mais imaginez que je sois là en train de vous donner des commentaires sur quelque chose, mais au même moment je donne des commentaires sur 5 autres choses. Que je suis ni ici, ni là, ni là-bas, donc je suis nulle part. Je vais raconter une histoire vraie. Une histoire parmi tant d'autres de ces deux jeunes filles qui se rencontrent, et une dit « Ah là là, j'ai rencontré un garçon extraordinaire sur Facebook. On discute depuis un certain temps, il n'a pas pour l'instant le temps de me voir, mais on va bientôt se voir. » Et l'autre lui dit « Moi aussi, j'ai rencontré un garçon extraordinaire. » Et puis elle commence à décrire qui est le garçon, et c'est marrant, ils ont la même profession. Et voilà. Le problème, c'est qu'elle pensait qu'elles étaient deux. Non, elles n'étaient pas deux, elles étaient 5. 5 sur le côté de l'autre. De quoi t'as l'air? Est-ce qu'on se regarde dans une glace après? Quand vous mettez en parallèle plusieurs conversations, mais ça ne veut rien dire. Je ne suis ni avec toi ni avec l'autre, donc avec personne. C'est-à-dire qu'on ne sait plus se concentrer sur quelque chose. Au passage, pour ceux qui un jour ont envie de construire de vraies relations, sachez que l'univers qui est à côté de Facebook, c'est-à-dire l'univers des SMS, de tous ces messages, c'est un univers au fond dans lequel la relation restera toujours en surface. Parce que quand on veut échanger réellement, on a besoin de la voix de l'autre, on a besoin de la présence, donc on a besoin de s'investir. Parce qu'une rencontre, pardonnez-moi, c'est un peu très bas de gamme ce que je vais dire, mais si le SMS que tu m'as envoyé, ou le beau message que j'ai reçu,
a été écrit lorsque la personne était dans le lieu dans lequel seul on se trouve, même le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu moche. Imaginez que l'on soit pris en photo au moment où on envoie un message, dans la position dans laquelle on est, dans la situation dans laquelle on est. Mais quel mépris! Je t'ai écrit une déclaration, un mot gentil, alors que je suis sous ma douche ou ailleurs. Quel respect ai-je pour toi? On ne se sent même pas honteux de cela. On ne se sent même pas honteux de cela. C'est-à-dire qu'au fond, l'autre ne vaut plus rien. Et il ne vaut plus rien parce que justement, on veut rester en communication de surface et ça nous suffit amplement. Facebook aujourd'hui pour les jeunes, c'est tout simplement une proposition qui leur est faite de ne pas construire et de ne pas réaliser leur existence. C'est-à-dire de leur voler leur temps, de leur voler leur énergie, de les empêcher d'acquérir des valeurs. Alors c'est vrai qu'ils se marieront, beaucoup divorceront, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auront une profession. Mais je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là, c'est avec Rabbi Yitzhak Elchanan Mikovno. Un jour, ce maître dit à ses élèves qu'il s'est vu en rêve, jugé par le tribunal d'en haut. Et donc, il dit à ses élèves que le tribunal le jugeait, il était au ciel. Et puis à un moment, quelqu'un se lève et lui dit « Rabbi Yitzhak Elchanan, accusé de meurtre !» Il dit « Ah non, je vous promets, j'ai jamais tué personne. » Et on l'accuse fortement, meurtrier, assassin. À un moment, il a une idée. Il dit « Oui, d'accord. Je comprends, j'ai dû faire du lachon hara, de la médisance. Et la Torah considère que médire sur quelqu'un, c'est le tuer. C'est un meurtre. C'est pas une vue d'esprit, c'est un meurtre. Point barre. C'est un meurtre. Il dit donc j'ai mal